y a d'autres centres hospitaliers au Québec qui sont évidemment désignés comme étant des centres spécialisés pour accueillir les malades de la COVID-19, qui ont comme caractéristique de rester plus que 2 jours à l'hôpital. Là. Même si on s'en sort, dans 85 95 des cas, ceux qui doivent aller à l'hôpital doivent rester parfois 9-10 jours, nous dit-on, sur respirateur, etc. Alors, détail là-dessus, c'est ce qu'on surveille. D'ailleurs, éventuellement, ça sera la donnée la plus importante. Oui, le nombre de cas en absolu est important, mais c'est le nombre d'hospitalisations. Vous voyez ce qui se passe dans l'État de New York, où le gouverneur Cuomo est débordé et ses hôpitaux débordent. À New York, bien, on ne veut pas se retrouver dans la même situation. Et jusqu'ici, ça va bien, là, quand même. Là. Oui, les cas augmentent rapidement, mais Alex, ça va bien pour ce qui est de la capacité des hôpitaux du Québec. Tout à fait. On a réussi à libérer plus de 4000 lits, disait-on. Il y avait le chiffre de 6 000 ou ce qui avait été évoqué sur un potentiel de 12 000 lits. On s'est entendu aussi avec l'industrie de l'hôtellerie. Là, ça devait aller très mal. S'il y avait un afflux très important dans les hôpitaux, on pourrait aller chercher de l'hébergement du côté des hôtels, des motels, par exemple. Alors, chers collègues, bienvenue à cette conférence de presse. Merci, Alex. On va donc laisser la parole au point de presse quotidien du gouvernement du Québec avec le premier ministre, François Legault. Accompagné aujourd'hui du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet, et comme à l'habitude, du directeur national de la santé publique, Dr Horacio Arruda. Monsieur le premier ministre, à vous. Bonjour tout le monde. Je veux commencer encore en remerciant les Québécois de suivre les consignes. C'est important, si on veut gagner la bataille, de suivre les consignes. On me dit qu'on voit de plus en plus que les gens là, prennent une distance d'1 ou 2 mètres avec les autres personnes. C'est ce qui est le plus important, c'est ce qu'on doit faire. Et si on fait ça, bien, ça va bien aller. Donc, je veux faire le bilan la dernière journée. Malheureusement, on a 2 décès qui s'ajoutent, donc on passe à 8 décès au total. Et je veux offrir mes sincères condoléances à la famille et aux proches des 2 victimes. On a maintenant 1629 cas confirmés. C'est une augmentation de 290. On a 106 personnes infectées qui sont hospitalisées. C'est une augmentation de 28. On a 43 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 8. Bon, les personnes aux soins intensifs sont inclus dans les données pour les personnes hospitalisées. Ce qui est important de dire, c'est qu'actuellement, le Québec est un des endroits au monde où on a fait le plus de tests, toute proportion gardée, donc par 100 000 habitants. On est maintenant rendu à... On a fait 36 000 tests. Il y en a 31 800 qui ont été négatifs, 1 600 positifs, puis il en reste 2 600 à obtenir les résultats. Je veux revenir sur un point important dont il a été question hier, puis beaucoup dans les médias, la protection du personnel de la santé. Bon, d'abord, je vais être encore très clair, là, il n'est pas question de faire quelque compromis que ce soit sur les précautions à prendre pour protéger le personnel de la santé. Mais tous les pays dans le monde actuellement surveillent l'utilisation des fameux masques parce que il y a des inquiétudes partout que si la montée se poursuit au cours des prochaines semaines, bien, on va être serré dans les masques. Donc, c'est très important. Là, on travaille très fort avec le gouvernement fédéral, avec des fournisseurs un peu de partout dans le monde, mais il faut une utilisation judicieuse des masques. Là. Donc, d'un côté, on veut protéger, mais utiliser des masques quand c'est pas nécessaire, bien, ça aide pas personne, là, parce que oui, tous les pays, pas juste nous autres, tous les pays essayent de faire attention sur la consommation des masques. Maintenant, j'ai avec moi aujourd'hui le ministre de l'Emploi, du Travail, Solidarité sociale, parce qu'on a vraiment un enjeu, là, puis j'en suis très conscient. Beaucoup de monde qui ont perdu leur emploi, beaucoup de monde qui se retrouve dans des problèmes financiers. Sans expliquer le programme qui est annoncé hier
par M. Trudeau puis le gouvernement fédéral. Ce que je comprends, là, c'est que tout le monde qui a perdu son emploi va recevoir 2 000 $ par mois, même un travailleur autonome, même un propriétaire d'une petite entreprise qui a fermé ses portes. Tout le monde là, va recevoir un chèque donc, du gouvernement fédéral de 2 000 $ par mois. Bon, je comprends par contre là, que la difficulté, c'est qu'est-ce qu'on fait en attendant le chèque de 2 000 $. Là, j'entends des histoires là, qui sont inacceptables au Québec, que des gens n'auraient pas l'argent pour payer la nourriture pour leur famille. Là. Donc, on va mettre des mesures en place pour d'abord envoyer. On a une trentaine de banques alimentaires. Il y en a dans toutes les régions du Québec. On a déjà commencé à envoyer de l'argent, puis on va envoyer tout l'argent nécessaire pour répondre à la demande. Il n'est pas question qu'il y ait quelqu'un au Québec qui n'ait pas quelque chose à manger. Donc, ça, c'est très, très clair. Et, bon, évidemment, il faut s'attendre à ce qu'il y ait plus de gens dans les banques alimentaires. Puis là, je veux dire aux Québécois, il ne faut pas être gêné d'aller dans une banque alimentaire. Ce n'est pas votre faute si vous avez perdu votre emploi dans les derniers jours, dans les dernières semaines. Donc, il n'y a pas de gêne à aller dans les banques alimentaires. Bon. On va s'assurer qu'il y a assez d'argent pour acheter toute la nourriture qui est nécessaire. Évidemment, vous me voyez venir, ça va nous prendre plus de bénévoles. Donc, tantôt, Jean va vous expliquer, on a mis en place un portail, sur Internet, un portail web, où d'un côté, les organismes qui ont besoin d'aide, bon, il y a des banques alimentaires, mais il y a aussi, bon, toutes sortes de problèmes de santé mentale, puis dans plusieurs domaines, Jean va vous en parler tantôt. Donc, tous les organismes qui manquent de bénévoles vont pouvoir s'inscrire sur le portail et tous les Québécois qui veulent faire du bénévolat, qui peuvent faire du bénévolat, bien, aujourd'hui, c'est mon appel du jour. S'il vous plaît, tous les Québécois là, qui n'ont pas de symptômes, qui ont moins que 70 ans, qui ont du temps disponible, qui n'ont pas de jeunes enfants ou peu importe, qui ont perdu leur travail, bien, s'il vous plaît, allez faire du bénévolat, c'est important. Puis, bien, mon merci du jour, c'est justement aux bénévoles. Donc, je veux dire, il y en a déjà beaucoup qui font du bénévolat. Je pense, entre autres, puis je veux dire un mot spécial, tous ceux qui travaillent dans les municipalités, que ce soit maire, mairesse, les élus, les employés. Il y en a beaucoup, là, on me donne des beaux exemples de gens qui vont aider dans les banques alimentaires, dans les différents organismes. Donc, merci du fond du cœur à tous les bénévoles au Québec. Par contre, puis avant que le docteur Arruda le dise, c'est important que les bénévoles qui vont dans les organismes respectent les consignes. Donc, ce que ça veut dire concrètement, je pense aux banques alimentaires, il peut y avoir beaucoup de gens, donc il va falloir contrôler pour pas qu'il y ait des rassemblements, donc malheureusement d'attendre en ligne avec une distance d'1 à 2 mètres. Évidemment, ceux qui servent, se laver les mains régulièrement, très, très important, mais bon, la grande consigne, là, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne des rassemblements, là, les organismes communautaires, puis les centres là, pour recevoir toutes sortes de denrées. Donc, je termine en vous disant, je pense que ce n'est pas exagéré de dire qu'on vit actuellement la plus grande bataille de notre vie collective au Québec. On est capable, on va gagner cette bataille, mais pour gagner cette bataille, il faut suivre le plan de bataille. Et donc, je compte sur vous pour le suivre, ce plan, suivre nos consignes. Merci tout le monde. Voulez-vous dire quelques mots en anglais? So we have to stop this virus. If we all continue our efforts, we'll win this battle together. We need everyone to do their part and to show solidarity. That's why we're launching today a new tool for volunteering that will help citizens and organizations to get in touch. Donc, les organisations pourront entrer en contact et nous comptons sur vous
afin de faire surgir une vague de solidarité au Québec. Mais toujours en suivant les règles. Lavez-vous les mains, pas de rencontres sociales, la distance sociale. Nous sommes une armée de Québécois et de Québécoises unis dans ce combat contre le virus. Et notre plan d'attaque est clair. Plus nous limitons la contagion, plus nous aurons des vies qu'on aura sauvées. Maintenant, la parole à Jean Boulet pour vous parler du portail. Merci, Monsieur le Premier ministre. Bonjour à tout le monde. Évidemment, on le sait, on le répète, on vit une crise sanitaire sans précédent. Et au Québec, il y a un réseau d'organismes communautaires qui est assez bien développé. Mais dans le contexte dans lequel on vit, il y a des problématiques humaines qui sont devenues encore plus importantes. On réfère à la santé mentale, on réfère aux personnes en situation de handicap, on réfère aux personnes aînées, on réfère aux itinérants aussi. Les organismes communautaires, ils comptent, ils ont besoin de bénévoles pour assurer une qualité de vie et pour maintenir le filet social au Québec à son niveau actuel. Il y a un besoin criant de bénévoles. Il y a des personnes qui deviennent disponibles en raison de la conjoncture économique. Il y a des personnes âgées en haut de 70 ans qui faisaient du bénévolat. Partout, on me dit, dans toutes les régions du Québec, il y a un besoin immense. Et nous faisons aujourd'hui appel à la solidarité des Québécois dans ce contexte-là pour répondre aux besoins des organismes communautaires. Et les bénévoles intéressés, autant que les organismes communautaires, pourront se rencontrer sur ce portail informatique-là qu'on a développé en partenariat avec la Fédération des centres d'action bénévole du Québec. Les organismes communautaires pourront y accéder, jebénévole.ca. Donc, les personnes qui veulent faire du bénévolat vont pouvoir accéder à ce site-là. Les organismes communautaires auront dit, moi, la catégorie de services que je couvre est la suivante. Par ville, par région, le bénévole ou la personne intéressée à faire du bénévolat pourra accéder à ce site-là, exprimer son intérêt. On va constituer une banque de bénévoles partout au Québec pour répondre à nos popotes roulantes, pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. Ça peut être les Moissons, Mauricie, Lanaudière et Estrie de ce monde. Ils ont des banques alimentaires, ils ont besoin de bénévoles pour monter des paniers alimentaires dans tous les secteurs d'activité humaine. Il y aura donc, dans le contexte actuel, un forum pour permettre un bon jumelage entre ceux qui veulent aider, ceux qui veulent contribuer, ceux qui se sentent solidaires et les organismes communautaires pour répondre à leurs besoins. Donc, je veux remercier, bien sûr, la Fédération des centres d'action bénévole du Québec qui va travailler en collaboration avec 110 centres d'action bénévole qui sont répartis sur tout le territoire québécois, qui vont accompagner les organismes communautaires, qui vont s'assurer, bien sûr, de respecter, comme le disait Monsieur le Premier ministre, les consignes sanitaires extrêmement importants. Ils ont l'expertise. Les bénévoles vont s'engager à respecter ces consignes-là et donc ils vont être en mesure de répondre dans le respect de ce que nous devons faire dans la conjoncture actuelle. Donc, merci à la Fédération. Merci aux organismes communautaires de faire du Québec une société progressiste, soucieuse des personnes démunies, vulnérables. On s'occupe de ces personnes-là d'abord et avant tout. La conjoncture actuelle nous l'impose. Je remercie aussi, bien sûr, les centres d'action bénévole et tous ceux et celles qui vont contribuer en faisant ce bénévolat qui est si essentiel à notre société québécoise. Merci tout le monde. Merci à vous. Pour les questions, on va débuter aujourd'hui avec Mathieu Dion, Radio-Canada. Bonjour, M. Legault. On réalise avec un texte de la presse canadienne, des collègues tantôt, que les préposés aux bénéficiaires peuvent se retrouver à être mieux rémunérés en prenant l'aide fédérale qu'en travaillant, donc en restant à la maison. Craignez-vous des effets pervers avec cette aide fédérale-là? Et est-ce que ça rend caduque
de 573 $ par semaine qui était destiné aux travailleurs autonomes. Bon, d'abord, ce qui est important de dire, c'est que l'aide du gouvernement fédéral est temporaire. Donc, les gens ne vont pas recevoir 2 000 $ par mois à vie, là. C'est temporaire pour 4 mois. Deuxièmement, je l'ai déjà dit, on a l'intention depuis longtemps d'augmenter la rémunération des préposés aux bénéficiaires. Ça fait partie des raisons pourquoi on a des discussions avec les syndicats actuellement. Donc, beaucoup de scénarios qui sont envisagés dans les discussions avec les syndicats. On va essayer d'être juste, mais effectivement, c'était vrai avant, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Il faut augmenter le salaire des bénévoles de plus que l'ensemble des employés du gouvernement. Et sur le 573 $? Ah, bien, le 573 $, s'il est nécessaire, moi, je veux dire une chose, là. Le 2 000 $ que le gouvernement fédéral annonce, ça va s'appliquer à tout le monde. Personne qui s'isole, une personne qui a perdu son emploi, personne qui était travailleur autonome, personne qui avait un petit commerce puis le commerce a fermé, etc., etc. Si jamais, je veux rassurer les Québécois, si jamais il y a des personnes qui ne sont pas couvertes par le programme fédéral, puis je ne pense pas que c'est le cas, bien, le gouvernement du Québec va intervenir. Question pour M. Arruda. Il y a eu une entente, semble-t-il, avec la Fédération des interprofessionnels de la santé, avec les infirmières, pour leur offrir des garanties pour ce qui est de la protection. On peut penser aux masques. Là, qui doit porter les masques N95? Qui doit porter des simples masques? Tu sais, il y a les travailleurs sociaux qui veulent porter les masques aussi. Qui doivent les porter, ces masques-là? Votre question est importante, mais je vais vous dire dans les faits, les gens qui vont avoir à donner des soins directement, en milieu de soins, là, je veux dire, on n'est pas en transporté, là, le patient est probablement COVID-19, il faut lui faire un prélèvement en particulier, se rapprocher de lui, là. À ce moment-là, selon certaines conditions, tout dépendamment de l'acte qui va être posé, particulièrement quand il va générer des aérosols, les gens vont prendre un N95, vont avoir une visière, etc. Il faut comprendre que nos recommandations sont les mêmes qu'un peu partout dans le monde. Et le masque entraîne énormément de questionnements parce que tout le monde pense qu'en portant un masque, ils sont protégés, là. Puis l'utilisation du masque, elle a différentes utilités. Le masque de procédure, par exemple, va être offert aux gens qui vont se présenter en milieu de soins avec des symptômes pour pas qu'ils contaminent les autres. Quand on est dans... Et là, ce qui se passe, c'est tout dépendamment du type, les ambulanciers, par exemple, qui vont chercher quelqu'un qui est en N95, qui pourrait avoir à faire une réanimation ou quoi que ce soit, vont avoir l'équipement personnel. Donc, chacune des situations est analysée pour faire la bonne intervention, parce qu'on veut ni infecter les infirmières, ni infecter les pompiers, ni les policiers, ni infecter... Donc, selon le niveau de risque et le travail qui va être fait, on va le faire. C'est sûr que dans un hôpital, les unités particulières où il va y avoir du COVID-19 vont peut-être avoir un matériel qui va être différent d'une unité qui n'est pas infectée. Donc, tout ça là, est actuellement en train de se faire. Comme le dit le premier ministre, partout dans le monde, on a réservé l'usage des masques avec une saine gestion. Vous savez, les masques, habituellement, ça traînait partout dans l'hôpital. Maintenant, on doit s'assurer de le faire. Il y a eu certains enjeux, la ministre McCann a dit, de distribution. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a manqué de matériel, en tout cas à notre connaissance à date, mais il y a du monde qui avait des inquiétudes parce qu'il voyait, ce qu'il voyait physiquement, là, était en train de fondre. Il y a de la redistribution qui est faite d'un établissement à l'autre selon le monitoring. Et je tiens à vous dire aussi, quelque part, c'est que tout le Québec est en train de faire comme ailleurs toutes sortes de demandes et de commandes, là, puis je ne peux pas vous dire exactement etc. Mais il va y avoir une augmentation très significative des masques. On a même prévu à moyen long terme en fabriquer au Québec comme tel, mais actuellement, et je comprends ce que les gens rapportent, des gens se disent, mais moi je ne vois plus de masques. Il y a des gens qui ont volé des masques aussi. On ne peut pas se permettre de voler des masques. Il faut les garder pour les choses les plus critiques. Bon. Donc, de façon générale, puis je l'ai dit, le masque dans la communauté, vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de symptômes, ce n'est pas la chose qui est importante. C'est la distanciation physique. Puis là, je vais me permettre de poser un élément, là. On s'en va, on dit aujourd'hui, on fait appel à la solidarité. Le mot distanciation sociale donne l'impression qu'on ne veut plus que les gens aient de relations les uns avec les autres. Il y a le web, il y a parler à quelqu'un à 2 mètres, c'est un élément. Les bénévoles. Donc, on devrait parler de distanciation physique, là. C'est pas que les gens se prennent de la distance par rapport à leur famille ou etc. Les gens me donnaient cet élément-là. Donc, je pense que actuellement, là, puis là, je tiens à le dire aussi, un autre élément que je veux absolument profiter pour vous le dire,
Actuellement, là, on est rendu dans... Le virus est au Québec. Hein? S'il y en a qui pensent qu'il n'est pas au Québec, là, vous avez qu'à voir le nombre de cas qu'on démontre puis des gens qui meurent. Mais il n'est pas au Québec de la même façon. En Gaspésie, la circulation n'est pas la même que dans la région de Montréal. La région montréalaise correspond vraiment à un hotspot. On a au Québec le directeur national, mais il y a aussi 18 directeurs de santé publique régionale qui vont regarder la situation de leur propre territoire et pourraient prendre des décisions, par exemple, à qui on teste pas, selon l'épidémiologie locale. Donc, vous allez voir des fois, peut-être que certains genres de patients vont être testés à Montréal, mais ils ne seront pas encore en Gaspésie. C'est normal. On applique, c'est comme on a un patient, on regarde le patient, l'état du traitement. On ne va pas donner une chirurgie pour enlever le poumon au complet quand il y a seulement une petite partie qui est infectée. Donc, il faut comprendre que nous aussi, on fait des diagnostics populationnels. Donc, vous allez voir qu'il est possible qu'entre Laval et Montréal, il y ait des différences par rapport aux gens qui passent des tests. C'est en fonction du diagnostic de la population. Ça, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, j'ai donné beaucoup de... Je me permets de prendre de l'auditoire par rapport à une question. Mais dans les faits, soyez assurés qu'il y a un message qui est très clair. Très, très clair. Nous voulons protéger à la fois les patients et notre personnel de la santé. Et tout dépendamment des risques qui s'y vont évoluer, on adaptera les prescriptions de masque ou pas masque. Mais la chose la plus importante, c'est cette distanciation physique. Et c'est sûr que si, par exemple, un travailleur social rencontre quelqu'un qui est à 2 mètres de la personne, il peut faire son intervention. En télétravail, il peut faire son intervention. Il n'y a pas besoin de masque, mais quelqu'un qui va aller toucher au patient, faire un prélèvement, qui est à l'urgence, c'est une autre modalité. Puis ça, ces situations-là sont suivies par nous, le gouvernement, mais particulièrement par des recommandations d'experts et des recommandations aussi d'experts en santé au travail. On travaille avec la SNES parce qu'ils ont le mandat, les employeurs, de s'assurer de la protection de leurs employés. Et n'oubliez pas encore une chose, le masque, c'est utile en contexte de soins, mais la chose la plus importante, et je vais radoter, c'est lavez-vous les mains. Même les gants, si vous les portez pas, vous les portez, vous lavez pas les mains, c'est terminé. Je vais arrêter parce que je vais en irriter quelques-uns, mais je dois répéter parce qu'encore, il y a des gens qui pensent que le masque, c'est la solution. Merci. Alors, le plus rapidement possible, puisque le temps file, une question du question. Marco Belair-Sérino, Le Devoir. Oui, bonjour à vous trois. Docteur Arruda, les faits, l'état de situation, il y a 2 jours, on a posé la question à la ministre de la Santé, Danielle Médecane, sur le nombre de personnes dans le milieu de la santé qui étaient infectées par la COVID-19. Elle nous a répondu 4. Hier, la directrice régionale de la santé publique de Montréal a dit que 31 professionnels de la santé avaient été infectés. Alors, quel est l'état de situation aujourd'hui? Et a-t-on raison de penser que ce sont les professionnels de la santé qui sont les plus touchés par la COVID-19 ou il y a un autre groupe d'emploi qui l'est? Bon, regardez actuellement, là, puis c'est clair, il faut aussi voir que là, actuellement, il y en a 46 personnes qui travaillent de la santé qui ont le COVID-19. Je veux juste vous dire une chose, il y a des travailleurs de la santé qui ont voyagé. Donc, ça ne veut pas dire que les travailleurs de la santé l'ont acquis en milieu de travail. Il aurait pu l'acquérir d'un voyageur ailleurs, etc. On est en train de faire ces analyses de façon précise, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, je n'ai pas eu d'information qu'il y a eu des cas de transmission nosocomiale. Les travailleurs de la santé, là, puis c'est pas nécessairement tous les gens qui ont vu des patients en urgence. Ils se promènent dans une ville. Ils peuvent être infectés, même à Montréal, s'il y a de la transmission locale qui s'installe. Fait que je pense que c'est important, mais c'est à mesure qu'on va avancer, qu'on va obtenir des informations précises sur chacun des cas, qu'on va être capable de démontrer quels sont les profils d'individus. Mais les travailleurs de la santé, ils ne sont pas rien dans l'hôpital, ils vont à la maison, ils peuvent aller à la pharmacie, ils peuvent aller ailleurs. Fait qu'actuellement, c'est encore un grand profil de gens qui viennent de l'extérieur. Oui, Monsieur Legault, sur la prestation canadienne d'urgence, il y a plusieurs préposés aux bénéficiaires qui ont dit pourquoi aller sur la ligne de feu alors que je pourrais rester à la maison en sécurité et toucher 2 000 $ par mois pendant 4 mois. Il y a aussi des petits salariés, des personnes qui travaillent dans des pharmacies, des épiceries qui se disent la même chose. Est-ce que vous craignez des dommages collatéraux de cette mesure-là du fédéral? Non. Puis j'ai les 2 mêmes réponses que tantôt, c'est-à-dire c'est une aide qui est temporaire pour aider ceux qui ont perdu leur emploi. Donc, il faut voir si ça s'applique. Deuxièmement, on est en train d'avoir des discussions, puis ça fait longtemps qu'on le dit, on veut bonifier les salaires des préposés aux bénéficiaires
ça a toujours fait partie de nos propositions avec les syndicats. Puis on essaie là, d'avancer de ce côté-là. C'est une des raisons pour qu'on essaie d'accélérer les discussions avec les syndicats. Maintenant, Geneviève Lajoie, le Journal de Québec. Bonjour. Je veux revenir sur la question de l'équipement médical. Vous avez dit dans les derniers jours qu'il y avait suffisamment d'équipement médical au Québec pour protéger les employés du réseau de la santé. Vous avez dit tout à l'heure quand même qu'il va falloir utiliser judicieusement les masques qu'on a, mais on continue d'avoir des courriels, des dizaines et des dizaines par jour de professionnels de la santé, que ce soit des médecins ou des infirmières, qui sont au front dans les hôpitaux du Québec et qui se font dire qu'ils ne peuvent pas porter de masque. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement quelle directive vous envoyez aux hôpitaux à cet effet-là? Qui a le droit ou qui n'a pas le droit? Et pourquoi est-ce que vous liez ça aussi, les équipements médicaux, aux négociations avec le secteur public qui est en cours actuellement? Il y a eu des cas pour les jaquettes, là, puis dernièrement, en lien avec les négociations avec le personnel de la santé, avec les infirmières, par exemple. Bon, d'abord, les équipements médicaux, les négociations, là, il n'y a rien à voir entre les deux sujets. Maintenant, quand on dit, combien vous avez d'inventaire, pour combien de jours, ça dépend de l'utilisation. Là, ce qu'on voit, c'est qu'à certains endroits, l'utilisation a comme explosé. Puis, il y a certains endroits où on a utilisé des masques où c'était pas nécessaire. Donc, pour ça, c'est important. Je comprends qu'il y a du personnel qui peut être inquiet, qui en font plus que moins. Sauf que, comme tous les pays dans le monde, il y a un inventaire qui est limité de masques et on doit s'assurer de ne pas les surutiliser parce que si on les surutilise, à un moment donné, il y a effectivement un plus grand risque qu'on va en manquer. Donc, c'est important, les directives qui sont données. Si vous me permettez, moi, les directives qui nous sont données là, viennent d'avis d'experts du Comité des infections nosocomiales du Québec, OK? Qui regardent la situation et qui voient à protéger avant tout le personnel, puis etc. Quand on fait des directives, puis là, on leur a posé plusieurs questions, on a actuellement respecté leurs directives et on pose même des questions à un moment donné. Si on manquerait de masques d'alternatives, mettons qu'on en manque de N95, est-ce qu'on peut les restériliser? Il y a plein de questions qui sont posées. Puis les gens élaborent ces scénarios-là. Mais ce que je veux vous dire, il est peut-être arrivé à un moment donné où ils voyaient la réserve à un endroit qui diminuait, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu quelqu'un qui a eu à intervenir auprès d'un cas. Je ne parle pas de gens qui pensent qu'ils vont intervenir demain ou qui sont dans une unité où ils pensent qu'ils risquent d'en avoir, qui n'a pas eu accès au matériel. Si c'est une situation qui est arrivée, là, j'aimerais ça qu'on me la rapporte, premièrement. Puis, et donc, quelque part, ce qu'on veut vous dire, c'est que c'est sûr qu'on fait une gestion serrée actuellement. Parce que je peux vous dire, si on ne ferait pas une gestion serrée, pour toutes sortes de raisons, même des gens à l'extérieur pourraient rentrer, prendre des masques, puis là, on aurait des problèmes de bris pour des personnes. Mais puis en même temps qu'on fait une gestion serrée, en même temps, en parallèle, on travaille un stock pour être capable de répondre à la demande, puis peut-être pas avoir cette gestion serrée-là. Mais les recommandations, là, viennent pas de nous qui décidons à un moment donné, là. Moi, là, je vais faire, vu que j'ai tant de doses, vu que j'ai tant de masques, je vais choisir ce monde-là. C'est véritablement en fonction d'une analyse de risque qui est faite par l'Institut, qui nous transmet l'information, puis nous, on s'occupe, les équipes, l'équipe de Mme McCann et ceux qui travaillent là-dessus, à s'organiser pour avoir le matériel. Vous avez dit hier qu'il n'y aurait pas de mise à pied dans le secteur public chez les employés de l'État, mais vous avez déjà évoqué un scénario qui irait, par exemple, jusqu'à la fermeture des écoles jusqu'en décembre. Est-ce que donc, il n'y aurait pas de mise à pied? C'est sûr qu'il n'y aurait pas de mise à pied dans le secteur public, même si le scénario pessimiste, c'est ça qui arrive. Il n'y a actuellement, il n'y a aucun scénario là, de mise à pied ou de ne pas payer des employés qui travaillent pour le gouvernement du Québec, incluant les réseaux. Alain Laforêt, TVA. Aucun scénario comme ça. Bonjour. Bonjour. Docteur Arruda, est-ce que c'est normal, parce que vous dites qu'il y a de l'équipement et qu'on doit s'en servir, là, je reviens encore là-dessus, je sais que pour moi c'est un peu une marotte depuis plusieurs jours. Là. Est-ce que c'est normal que des médecins fabriquent des visières avec des acétates et des bouts de fil actuellement dans des hôpitaux de Montréal? Ma réponse, c'est non. Okay? Si ça a été fait, je veux juste savoir s'ils l'ont fait parce qu'ils avaient besoin de l'avoir pour le patient qui était là. Puis, vous savez, là, moi, là, je suis enfermé ici, là, mais s'il y a des situations de cette nature-là, il faut nous les dire. Il faut que ces médecins-là s'adressent à la bonne place, notamment à leur CIUS, pour être capable d'avoir le matériel comme tel. Est-ce qu'il est arrivé à un endroit que quelqu'un n'a pas fait les actes? Je ne sais pas.
mais c'est pas normal que les médecins prennent des acétates pour faire des visières. À ma connaissance, on n'en est pas là. Mais là, si c'est arrivé, j'invite ces médecins-là à contacter leur PDG dans leur CIS comme tel, puis on va voir à corriger la situation, à retransférer des visières d'une place à une autre. Vous êtes en train de mettre en place un système de tests à travers tout le Québec. Est-ce qu'on est à 2 vitesses actuellement? Parce que dans certaines régions, on a des résultats dans 24-48 heures. Dans d'autres régions, ça prend jusqu'à 10 jours pour obtenir des résultats. Bien, on n'est pas en train de le mettre à 2 vitesses. Notre objectif étant toujours d'aller le plus rapidement possible. Écoutez, c'est peut-être normal que quelqu'un qui est dans une région comme, par exemple, la Gaspésie, a fait un test, puis peut-être qu'il l'a eu avant parce qu'il n'y avait pas un backlog important, tout dépendamment où est le test régional. Parce que là, maintenant, il faut comprendre aussi que c'est sûr que dans la région de Montréal, il y a beaucoup de cas. D'ailleurs, il faut falloir qu'on active certaines choses. Ça veut dire aussi mobiliser plein de monde pour faire des enquêtes. Là, parce qu'on voit là, à Montréal, juste par rapport à hier, il y a eu 179 nouveaux cas qui doivent être inquiétés. Ça ne veut pas dire tout du monde en train de mourir, etc., mais il faut enquêter pour savoir qui... fait qu'il faut faire ce travail-là. Puis c'est là que j'ai dit aussi, on commence. Les 2 vitesses, c'est pas à 2 vitesses, mais ça se peut que dans certains territoires, on va tester certaines personnes qu'on ne testera pas en Gaspésie parce que c'est pas pertinent. Mais soyez assurés qu'actuellement, là, il y a peut-être des backlogs. L'objectif principal, c'est de tester. Et c'est sûr qu'on veut essayer d'avoir le résultat le plus rapidement possible. Moi, on me dit qu'on visait entre 24 et 48 heures, là, mais il y a peut-être un backlog. On va vérifier ça au jour le jour. C'est ce qu'on vise. Puis, mais en même temps, si vous me permettez, on préfère tester la personne en temps opportun, l'isoler, même si elle aurait à attendre, disons, 3-4 jours, que de ne pas la tester. Fait que j'arrête ici parce que je pense que je parle trop. Trop long, des réponses trop longues pour une question qui peut être répondue de façon très courte. Je vais faire attention. Ça va. Maintenant, Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles. Bonjour, messieurs. Il y a une compagnie de haute technologie qui a accès au branchement de téléphones cellulaires un peu partout au Québec. Là, pas les données personnelles des gens, mais les branchements de téléphones cellulaires. Et on a consulté les données de cette compagnie-là qui nous démontrent que il y a beaucoup de gens, malgré les mesures de confinement, qui vont dans des endroits touristiques. Particulièrement dans la région de Québec, il semble que ce soit l'endroit où les gens se promènent le plus. Là. Et les plaines d'Abraham, non seulement ne sont pas moins fréquentées qu'elles l'étaient avant, elles le sont plus maintenant. Alors, est-ce que vous avez l'intention d'utiliser les données de géolocalisation disponibles par le biais de ces entreprises-là pour être capable de monitorer l'endroit où vont les Québécois là, dans les mesures de confinement et intervenir? Moi, je peux vous dire, il n'est pas question d'utiliser des données personnelles, en tout cas. Ça, c'est très clair. Maintenant, bon, les plaines d'Abraham, que des gens prennent des marches plus que d'habitude sur les plaines d'Abraham, s'ils restent à 1 ou 2 mètres, là, pour moi, c'est pas un grand problème. Autre question, il y a de plus en plus de gens d'entreprises, de propriétaires d'entreprises, etc., qui demandent à ce que de reporter, en fait, les versements de TPS et TVQ. Est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Oui, on discute actuellement avec le gouvernement fédéral parce que, comme vous le savez, on collecte aussi la TPS pour le gouvernement fédéral. Donc, ça fait partie des discussions avec le gouvernement fédéral. Maintenant, Patrice Bergeron, la presse canadienne. Bonjour, messieurs. Monsieur Arruda, vous l'avez dit, Montréal est rendu le hotspot. Puis là, vous avez dit qu'il y a peut-être des mesures particulières qui s'en viennent. Est-ce qu'il n'est pas le temps de faire, à l'instar de la Chine, quand ils ont fermé complètement des régions, de boucler la région de Montréal ou boucler Montréal, des quartiers de Montréal? Nous avons mentionné qu'on veut éviter les voyages interrégions, justement, dans cette perspective-là. Mais pour ce qui est du plan d'action qui sera fait au cours des prochains jours, on est en train d'analyser toutes sortes de scénarios. Hein? Je veux dire, il faut... on n'est pas la Chine, on n'a pas la même culture que la Chine, puis il faut faire une analyse de ce qui se passe. Mais s'il faut prendre certaines mesures en lien avec le transport en commun, avec certains quartiers ou etc., là, on va voir ce qu'on peut faire. Je suis en train de discuter la chose avec Dr. Massé, qui est ici pour m'aider au point de vue central, mais aussi avec la région de Montréal. Fait que, il est possible que nous recommandions au premier ministre demain, ou après-demain, ou après-demain, des choses qui seraient adaptables, faisables et pertinentes. Mais si vous me permettez, avant ça, là, je vous dis, ce qui est encore plus important, à mon avis, dans la région montréalaise, vu qu'il y a plus de cas, plus de possibilités de rencontrer un virus, d'appliquer les mesures qu'on vous dit. C'est encore plus important à Montréal
que de le faire je ne veux pas dire qu'il ne faut pas le faire en Gaspésie, parce qu'on ne peut pas l'importer ailleurs. Mais d'où l'importance aussi. Puis si vous êtes à Montréal, puis vous allez dans des chalets dans d'autres régions, bien, si vous avez été infecté, vous risquez. Fait que c'est tout ça, là, ce moment de pause-là, il nous aide aussi à être en contrôle de cette situation-là. Mais s'il faut ajouter des mesures, on monitore, on vérifie ce qui se passe, on le fera. C'est peut-être pas encore assez court, mais je vais essayer de m'améliorer au jour le jour. Vous pourrez timer le nombre de secondes que je prends pour répondre à une question. Question, M. Bergeron? Oui, concernant toujours les proposés aux bénéficiaires, c'est souvent ceux qui sont dans le domaine privé qui ont un problème actuellement et eux, ils gagneraient certainement plus à justement se déclarer sur le chômage et puis gagner l'argent du fédéral plutôt que de se présenter au travail dans des conditions à risque. Eux réclament un décret justement pour égaliser les conditions de travail. Est-ce que ça, c'est un scénario qui est envisageable pour ceux qui sont dans le privé actuellement? Bon, c'est certain qu'à partir du moment où on augmenterait, puis c'est quelque chose qu'on souhaite, le salaire des préposés dans le secteur public, il y aurait un effet domino du côté du secteur privé. Évidemment, si on ne veut pas que ce soit les loyers qui augmentent, il va falloir que le gouvernement apporte une contribution additionnelle. Ça fait partie des scénarios qui sont regardés. Fanny Lévesque, La Presse. Bonjour. J'aimerais vous entendre plus précisément sur le nombre de cas en soins intensifs. Si on reprend une projection qui avait été faite par le ministère de la Santé le 16 mars dernier pour la date du 25, donc hier, on parlait qu'il y aurait 16 000 cas environ, pas 16 000, pardon, 1 600 cas confirmés. Donc, on est assez juste. 225 patients hospitalisés et de cette proportion-là, environ 5 en soins intensifs. Donc, on s'aperçoit qu'il y a moins de patients hospitalisés, mais que le nombre de patients en soins intensifs est beaucoup plus important que ce qui est envisagé. Donc, est-ce que cette mesure-là vous inquiète et est-ce que vous avez revu certaines stratégies pour la prévenir? Dans les faits, ce qu'on a prévu le plus, c'est de s'assurer d'avoir la capacité de traiter les patients aux soins intensifs, de ne pas se retrouver dans une situation difficile. Et l'autre élément, c'est que c'est normal qu'en début de situation, qu'on observe les cas plus sévères parce qu'ils se rendent aux soins intensifs. Donc, il faut faire très attention au calcul des proportions quand on est au début. C'est de valeur, là, mais puis ça a été vrai dans tous les scénarios qui ont été faits pour les maladies infectieuses. Les débuts d'estimation sont excessivement difficiles parce on n'a pas atteint la stabilité puis le nombre de choses. On n'a pas les données sur tous les cas qui existent dans la population qui n'ont pas été... Il y a peut-être du monde plein asymptomatique qui l'ont fait et s'en sont pas rendus compte. Donc, pour le moment, on surveille la chose, mais indépendamment de c'est pas de la projection qu'on cherche, c'est de s'assurer qu'on puisse traiter les patients adéquatement. Je ne sais pas si vous comprenez, là, dans le fond, si on s'est trompé puis qu'on en a plus que ce qu'on prévoyait à cette date-là, c'est pas ça qui m'importe, c'est qu'on soit capable de les traiter. Bien. En Ontario, la santé publique tient un registre qui est publié là, sur leur site. On a vraiment le détail du nombre de cas. Chaque cas est numéroté. On peut savoir le sexe, l'âge de la personne, le lieu, pas de résidence, la ville exactement, mais la région ou à quelle direction régionale elle est là. Et on voit même aussi si la personne est hospitalisée ou si elle est en isolement volontaire. On peut aussi savoir si le cas vient d'un voyage, d'un contact étroit ou d'un cas de transmission communautaire. Pourquoi au Québec, on n'a pas ce genre de registre-là? Est-ce que c'est un registre comme ça ne permettrait pas justement de calmer les inquiétudes peut-être de la population au sujet de la transmission communautaire? Parce que c'est ça qui inquiète beaucoup, là. Écoutez, je vais aller vérifier ce cas-là en Ontario, mais nous, on a un enjeu ici là, qui est très important, c'est la Commission d'accès à l'information. Quand vous identifiez le nom de la personne, l'âge... Mais non, mais même si ce n'est pas le nom, vous êtes dans un petit village, OK? Vous avez l'âge de la personne, vous avez des informations, là. Au Québec, là, quand on est en bas de 5 dans un territoire, on ne donne pas des... Et le line list, ce qu'on appelle des cas par cas, a une certaine pertinence, mais pour nous, mais pas nécessairement... Puis je vais vous dire, même moi, je n'ai pas nécessairement la même information que les directeurs de santé publique ont. On a un principe chez nous, la confidentialité. Bon, puis il y a des pays qui peuvent vous présenter de la carte avec des numéros de femmes enceintes qui sont infectées du Zika au Brésil. Mais nous, notre loi ne le permet pas. Par contre, ce qui est important pour nous, c'est de faire l'intervention. Et là, je vais vérifier, il y a des logiciels qui permettent de faire des gestions de cas et contacts, mais nous, c'est en fonction de notre culture. On est capable de poser la même action sans rendre l'information publique. Les personnes qui doivent savoir le savent, mais on ne la met pas sur un site Web. Pour notre dernière question en français, Olivier Bossé, Le Soleil. M. Legault, est-ce qu'il est question de rendre l'électricité gratuite pendant la crise? Pas pour l'instant. Est-ce que vous vous attendez à ce que les cégeps et universités soient prêts à relancer leurs activités dès lundi? Bien, on le souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est qu'on soit capable de donner des cours en ligne pour que
les gens soient capables d'obtenir leur diplôme pour la session là, qui était très avancée. N'oublions pas que dans les cégeps et l'université, ça finit avant les écoles primaires, secondaires, là, avril ou mai. Donc, il y avait une partie qui doit être complétée par des cours en ligne. On espère d'être capable de le faire pas mal partout, mais bon, il y a des universités qui le font déjà, des universités qui vont commencer à le faire. Même chose du côté des cégeps. Merci. So now in English, Catison et CBC. Vous répétez depuis le début de la semaine qu'il y a assez d'équipements de protection, mais on entend qu'il y a une gestion serrée et qu'il y avait des défis dans la distribution. Mais que dit-on dans la rue? Puisque les gens sur la première ligne disent qu'il y a des enjeux. Et c'est répété, on l'entend à maintes reprises. Il n'y a pas les bonnes dimensions, il n'y a pas ce qu'il faut. Et c'est en temps réel. Que faites-vous concrètement pour vous assurer qu'on n'entende plus ces histoires des professionnels de la santé? Réponse. Je comprends. Selon mes informations, il n'y a eu aucun endroit où on a mis la vie de quelqu'un en risque. Il n'y a pas des masques partout comme c'était le cas par le passé. Et il y a une raison pour cela. C'est ainsi partout dans le monde. Il y a une gestion très serrée, car on ne veut pas se retrouver que dans 3 jours, il n'y ait plus de masques et qu'on ne soit pas en mesure de protéger le personnel d'urgence. Mais c'est clair que même dans un hôpital où il y avait des masques auparavant, ils ont été supprimés des endroits où ils ne seront pas exposés pour qu'on puisse s'en servir de façon sécuritaire. En même temps, nous travaillons afin d'augmenter pour revenir à une distribution massive, parce que nous voulons nous assurer que ceux qui en ont besoin puissent y avoir accès. S'il y a un problème dans un hôpital, demain, ils n'ont plus de masques pour les zones à risque ou l'urgence, nous allons prendre des masques d'un autre hôpital et les envoyer. C'est une gestion serrée, c'est vrai, car la ressource est cruciale, mais il nous faut nous en servir là où on en a vraiment besoin, selon la recommandation de nos experts. La question de l'équipement médical de protection pour les employés du réseau de la santé est revenue en force à ce point de presse. Vous l'avez entendu. M. Legault a bien résumé la situation en disant « on est serré dans la gestion des masques ». Il n'en manque pas encore, mais si on ouvre les vannes, il va en manquer. Ce qui a fait dire au Dr Horacio Arruda que, en principe, ceux qui en avaient vraiment besoin en avaient, mais ce n'est pas les échos qu'on a du terrain. Alors là, il y a comme une dissonance quelque peu entre ce qu'on a